Bonjour Fred. Bonjour Omar. Oui, Moi, pour utiliser moins de papier, oui. j'écris sur les murs. Eh ouais, pas bête. Alors, par exemple, pour mon agenda, je l'ai écrit dans le 15e arrondissement, comme j'habite Paris. Et tous les petits trucs à faire pour la maison, j'écris dans le 6e. Donc, je m'arrange au niveau des transports. Je travaille plus, du coup, hein. Mais au moins, je respecte la nature. Et les post-it? J'écris sur des petits murs. Des murets? Hmm. D'accord. Et vous, que faites-vous pour la Terre? Envoyez vos témoignages, textes ou vidéos sur défipourlaterre.org. Org. Voilà, alors je remercie la Fondation Nicolas Hulot. On va retrouver Omar et Fred tout à l'heure. On va ouvrir la plénière par une allocution filmée d'Uber Eats parce que, comme vous avez pu le constater dans les programmes présentés dans le dossier, qui vous ont été remis aujourd'hui, c'est bien par une allocution filmée qu'Uber Eats va intervenir sur le sujet santé et biodiversité et que nous allons débuter. Et c'était bien ce qui était prévu, parce qu'en effet, Uber Eats n'assure en ce mois de décembre aucune intervention publique, et ce, après une période de convalescence automnale, mais il va bien, il reprendra ses activités en janvier, et on tenait à vous en faire part. L'important étant le message, je vous propose de visionner cette allocution d'Uber Eats, qui donnera le ton, mais aussi toute l'ouverture avec laquelle la biodiversité s'offre à l'homme, avec cette question, la biodiversité, une question de santé publique. Non. Je pense que c'est un grand message qu'il va nous livrer et c'est très sympathique à lui. Tout le message de la biologie contemporaine, c'est que la biodiversité est indispensable au maintien de la santé. Ce n'est pas une question de commencer avec un et continuer avec l'autre. Les maladies existent, il faut essayer de les prévenir plutôt que de les guérir. Et prévenir les maladies comme le cancer ou autres, c'est d'abord retrouver des conditions dans lesquelles elles ont moins de chances, de risques de se développer. Donc cette relation entre biodiversité et santé apparaît maintenant comme évidente sur un très grand nombre de tableaux. Ce que la science nous apprend aujourd'hui précisément, c'est notre dépendance à la biodiversité et à l'ensemble du vivant. C'est le message de la science contemporaine. Donc plus que jamais, nous savons que nous devons nous relier à la nature et nous rétablir dans les équilibres naturels. En quoi humanité et biodiversité sont-ils liés? Eh bien, je dirais que c'est aujourd'hui un message global de la science. Nous sommes une espèce fragile. Nous avons besoin de conditions bien spécifiques pour évoluer et être en santé. Et ces conditions sont en particulier de l'air pur, de l'eau pure. Et toutes ces conditions, on s'aperçoit, exigent la participation de l'ensemble de la vie, de la biodiversité, pour garder les conditions dans lesquelles nous vivons dans le meilleur état possible. Donc, en ce sens, la biodiversité joue pour nous un rôle indispensable. Je donne un exemple, les marécages. Les marécages, jusqu'ici, on considérait que c'était des lieux insalubres et on les assainissait, comme on dit. Aujourd'hui, on se dit, on découvre jusqu'à quel point les marécages jouent un rôle important pour purifier l'eau, pour purifier l'air, et que ces conditions, il faut au contraire les reconquérir. Il ne faut pas confondre les problèmes à court terme et les problèmes à long terme. Il est évident que l'emploi sont des éléments indispensables pour la vie humaine. Il est évident aussi que le maintien de conditions vivables pour l'humanité est également indispensable. Comme on le dit souvent, sans l'écologie, l'économie s'effondre. Nous n'avons pas le choix entre l'écologie et l'économie en disant l'écologie c'est pour les riches, c'est pas urgent, ça peut attendre, c'est faux. À mesure que le niveau que la santé, que les conditions physiques se détériorent, l'économie elle-même devient en risque, devient en grand risque. Donc il faut voir à deux niveaux
le niveau le plus rapproché, bien sûr, la sécurité, l'emploi et tout ça, mais également les conditions à long terme que d'ici quelques décennies, la Terre ne devienne pas pratiquement inhabitable. Donc, il ne faut pas confondre les deux problèmes. Voilà, tout est dit, tout est bien dit ou tout est bien rappelé, mais encore faut-il transférer ce discours dans les actes, parce qu'une fois que le constat fait, il faut le faire partager par le plus grand nombre. Donc là, nous avons des témoignages qui vont être des allocutions, des témoignages qui vont être... Voilà. On appelle Madame Geneviève Gaillard pour une intervention sur agir concrètement en tant que maire d'une ville adhérente à l'association Les Écomaires. Geneviève Gaillard donc, est députée maire de Niort. La commune est adhérente à cette association. Elle est également vice-présidente de Ramsar France et extrêmement active sur le sujet de la biodiversité, très concrètement. Bonjour à toutes et à tous. Non, il faut que j'appuie sur le micro. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureuse d'être venue aujourd'hui à Marseille pour ce colloque. Je suis effectivement députée maire de Niort. Alors je me présente un peu, députée en charge actuellement de la biodiversité pour le groupe socialiste au Parlement, auteur d'un rapport que j'ai amené ici sur la biodiversité, comment faire de cette chance une valeur prioritaire de notre développement, c'est un sujet évidemment qui me passionne et qu'il nous reste évidemment, vous le savez, beaucoup de choses encore à faire. Je suis maire de Niort, députée depuis 1997, je suis maire de Niort depuis 2008 et c'est bien en qualité de maire de Niort qu'aujourd'hui vous m'avez demandé de venir témoigner et de vous dire les actions que nous menions. J'aurais aussi aimé que vous puissiez, mais je crois que c'est prévu à la fin, poser des questions parce que vous résumez en quelques minutes ce que l'on fait à Niort, c'est une gageure. Simplement, sachez que nous venons de recevoir le premier prix des villes pour la biodiversité entre 60 000 et 100 000 habitants et que toutes ces actions, nous les avons mises en place depuis 2008, même si avant, un certain nombre de choses étaient faites sur le territoire de la ville. On avait commencé avant 2008, évidemment, à utiliser moins d'herbicides, moins de pesticides. Nous avons amplifié évidemment toutes ces actions, mais surtout par rapport à 2008, nous sommes lancés dans deux directions. La première, et je vous dirais les écueils et les réussites et les choses que nous n'avons pas encore bien abouties. La première, c'était de faire un inventaire de la biodiversité ordinaire, bien entendu, sur le territoire de la ville de Niort. Alors, un inventaire de la biodiversité, c'est long. Il faut plus d'une année pour le faire, puisque au regard du cycle de reproduction des espèces, nous devons quand même prendre un temps assez long. Et puis ensuite, ça coûte de l'argent. Donc là, il y a de vrais arguments de conviction à expliquer d'abord aux élus de l'équipe municipale que l'inventaire est indispensable. Alors c'est pas simple, je vais même dire que c'est le plus dur, parce que quand on a fait le cahier des charges pour l'inventaire, quand on a trouvé l'opérateur, c'est-à-dire les associations pour nous qui ont fait l'inventaire, convaincre les élus de consacrer, pour une ville comme Niort, c'est plus de 100 000 € pour faire un inventaire de la biodiversité. Vous imaginez bien que certains élus disent on a bien 100 000 € à dépenser, mais pour faire autre chose. Et pour faire du logement social, c'était un thème ce matin, c'était aussi pour pouvoir aider les populations en difficulté à
à se véhiculer, à pouvoir utiliser les transports collectifs. Bref, on a toujours plein de raisons pour dire, eh bien, la biodiversité, est-ce que c'est vraiment une nécessité d'en faire l'inventaire? Et je le dis et le répète, je crois que le meilleur moyen de réussite, c'est la conviction des élus. Savoir les convaincre, être motivé, et puis tenir le coup, tenir bon, ne pas se laisser embarquer dans toutes sortes d'arguments, savoir démontrer que la biodiversité c'est important, les habitats c'est important, qu'on en a besoin pour la qualité de l'air, pour la qualité de l'eau. Et puis un argument que je dis souvent et qui a fini par convaincre, c'est que toutes ces problématiques environnementales, globalement, et la biodiversité, eh bien finalement, c'était aussi des politiques sociales que nous faisions. Alors dès qu'on parle de politique sociale, là, les oreilles commencent à s'ouvrir, et le lien entre les politiques sociales, l'environnement et la biodiversité, ça prend beaucoup plus, ça prend beaucoup mieux. Et donc finalement, cet inventaire a été fait, et nous avons fait notre trame verte et bleue. Nous sommes en train de la traduire maintenant dans les documents d'urbanisme, en particulier dans le PLU. Donc ça, c'est un chantier qui nous a intéressés depuis 2009 à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, le PLU est en révision, donc on travaille avec toutes sortes de choses, et avec des réunions publiques, tout ça en participation, enfin bref, c'est un chantier extrêmement important. La deuxième chose que nous avons faite, eh bien, c'est que au moment de l'équipe où nous avons fait notre équipe municipale, où nous nous sommes présentés aux élections municipales, je m'étais dit, et ça c'était un peu une vision personnelle qu'il a fallu aussi faire partager, je m'étais dit, on ne peut pas laisser la biodiversité comme ça se disparaître. Il faut que l'on arrive à trouver un discours public qui mette en valeur cette biodiversité. Et pour différentes raisons, j'ai pensé qu'il était peut-être important de trouver une articulation entre la culture et la nature. Et il y en a. Et donc, j'ai dit à mon équipe, nous allons faire un festival à Niort, qui n'en avait pas. À Angoulême, il y a la bande dessinée. À La Rochelle, il y a, comment ça s'appelle, les francopholies. Vous savez où on est situé, Niort, entre Poitiers et La Rochelle. Hein, donc, c'est pas toujours facile. On n'est pas au bord de la mer. On a tous des grandes, mais on n'est pas une grande, ou on n'est pas considéré comme une grande. On a plein d'atouts. Et donc, j'ai proposé que l'on fasse un festival de la diversité biologique et culturelle, partant du principe que la culture se normalise et que la biodiversité se disparaît. Et donc, évidemment, là encore, j'ai eu beaucoup de difficultés à convaincre mes élus, mais enfin, ils étaient venus sur la liste tirée par moi, donc j'ai mis un peu de temps, mais nous avons fait notre premier festival de la diversité biologique et culturelle à Niort en 2010, avec comme thème l'arbre. Et nous avons fait partager, c'était un festival que nous faisons en régie municipale, c'est-à-dire que ce n'est pas un festival acheté clé en main, que nous faisons avec les populations, avec les écoles, avec les centres socioculturels, avec les artistes locaux, avec les compagnies locales, avec évidemment les scientifiques et les chercheurs. Et nous avions choisi l'arbre parce que c'est facile, un arbre. Et dans les cultures, aussi bien européennes que africaines, l'arbre représente quelque chose. Donc nous avons fait ce festival en 2010, et bon, ça a marché, mais nous l'avons refait en 2012 sur un thème, toujours insectes et araignées. Et là, ça a été extraordinaire. Et on s'est aperçu qu'à travers ce festival, eh bien, on arrivait à faire de la pédagogie, à montrer ces liens entre la culture et la nature, à montrer qu'une araignée, finalement, eh bien, ça sert à quelque chose, qu'une araignée, ça a servi aussi à l'homme pour s'inspirer dans des machines, dans des choses comme ça. Et donc,
ce festival, il est entièrement gratuit, bien entendu, hein, et nous avons eu évidemment, nous avons le muséum qui participe, nous avons le ministère de l'Environnement qui nous a beaucoup aidés, nous avons des scientifiques. Hubert Reeves est venu à Niort faire des conférences sur les sujets qui l'intéressent, et nous nous sommes aperçus que un moyen pour faire comprendre la biodiversité, c'était aussi de faire des événements de cette nature qui plaisent aux gens, qui font participer les populations, qui font participer les enfants. Nous avons dans les écoles des projets fédérateurs qui commencent 1 an à l'avance. Donc depuis plus d'1 an, les enfants parlaient d'insectes, les enfants parlaient d'araignées, les enfants dessinaient autour de cela, cherchaient des informations. Et cette année, nous avons eu un franc succès. Alors, je vous le dis aussi, la prochaine fois, ce sera en 2014. Alors, évidemment, il y a des élections avant 2014, mais j'espère que nous serons encore présents. Le prochain thème est encore plus compliqué. Il s'appelle « Migration ». Et autour de ce thème-là, eh bien, nous allons pouvoir toucher toute une palette à la fois d'espèces, y compris des hommes, mais aussi nous avons commencé à faire travailler des compagnies locales, des compagnies. Alors on a aussi affaire à des compagnies nationales. Bref, donc il y a toute une mobilisation qui se fait autour de ces thèmes-là. Et la biodiversité, je peux en parler tous les jours, et c'est ce que je fais à Niort. Je disais tout à l'heure que dans chacun de mes discours, il est rare que je ne parle pas de biodiversité. Et la population maintenant est complètement dans cette logique-là. Alors évidemment, toujours ceux qui disent un coquelicot sur un trottoir, ça va abîmer le trottoir parce que ses racines vont abîmer les pavés. Mais on en aura toujours des gens comme ça. L'important, il est de pouvoir faire partager cette nécessité impérieuse de protéger la biodiversité. Alors on n'a pas, ça c'était les 2 actions majeures, alors on n'a pas que ça, bien entendu, on ne traite plus nos espaces verts avec des herbicides, on essaye, on a un patrimoine végétal qui est assez important, on fait très attention, on ne met plus d'espèces, on ne plante plus d'espèces élaborées à Niort, on essaye de mettre en place les espèces locales, on a fait un agenda 21 avec des fiches actions, 169 fiches actions qui sont en cours, lutte contre les gaz à effet de serre, évidemment tout ça avec limitation des transports, protection de l'eau aussi, enfin bref, tout cela concourt à faire en sorte que nous ayons pu être lauréats de ce prix de la biodiversité. Alors on a encore des choses à faire et je ne baisse pas les bras, bien entendu. On réintroduit, alors c'est aussi peut-être une marotte, on réintroduit le cheval à Niort en particulier pour ramasser des ordures ménagères ou traiter les espaces verts. Alors ça paraît surprenant, mais ça y est, les gens s'y sont faits. Au départ, certains disent, et en particulier les anciens, mais on revient à l'ancien temps. Et puis, quand ils commencent à réentendre le pas du cheval, à voir que finalement, c'est pas plus mal que ces camions d'ordures ménagères qui pétaradent à 5 h du matin ou 6 h du matin dans les rues, ben, ils sont très contents et ils en redemandent. Donc, on essaie d'avoir des actions comme ça, toutes coordonnées, évidemment. Et, eh bien, je crois qu'on est sur une bonne pente. Alors maintenant, il nous faut continuer, c'est pas évident, hein, il faut se battre au quotidien, mais je crois que l'équipe d'abord a compris que je ne céderai pas sur le sujet, donc ça y est, c'est acquis. J'ai eu on peut dire la chance ou la malchance, je vais vous dire pourquoi. Je me suis présenté aux élections législatives et mon suppléant, qui était président de l'agglomération niortaise, est décédé pendant les élections. Donc j'ai été amenée à être présidente de l'agglomération. Bon, alors une chance ou une malchance, c'est la chance parce que certainement le problème de la biodiversité et de l'environnement, je le porte plus qu'il ne le portait, avec tout le respect que je lui dois et ma pensée émue pour lui. Malchance parce que c'est compliqué, on a 29 communes, dont 28 communes rurales,
qui, j'allais dire, dans leur grande majorité, n'ont pas grand-chose à faire de la biodiversité. Et que désormais, mon objectif, il est bien, grâce à ce que nous avons fait sur la ville de Niort, à essayer de tirer ces communes vers le haut pour leur faire comprendre que dans leur PLU, dans leurs documents d'urbanisme, dans les travaux qu'ils vont faire, eh bien, il doit y avoir une place pour les espaces, les milieux naturels, pour les espèces, et que, pour les habitats évidemment, et que nous avons intérêt à le faire ensemble, parce qu'évidemment la trame verte et la trame bleue, ça ne s'arrête pas aux portes de Niort, ni même aux portes du département des Deux-Sèvres. Donc on est dans l'obligation de travailler avec nos voisins, et c'est le défi que je lance aux élus pour la prochaine année qui vient. Alors on n'aboutira pas en un an, je le sais, mais déjà donner l'impulsion serait déjà pour moi une grande victoire, parce que quand on parle de ces problématiques, je peux vous dire que c'est vrai que l'état des routes est quelquefois plus important que la biodiversité dans certaines communes. Alors après, c'est cette culture que l'on porte depuis des années et des années. Mettre des pesticides ou des herbicides le long des chemins communaux, c'est quand même plus vite fait que de faire de tondre de manière rationnelle ces bordures de chemin. Ça coûte certainement, alors dit-on, moins cher, sauf que il est de notre devoir d'expliquer que tout ce qui va dans la nappe, ça coûte plus cher. On a entendu Hubert Reeves tout à l'heure. Bref, c'est du travail au quotidien qui prend du temps et qui demande, ça je le dis clairement, de motiver les populations. Parce que quand les populations vous aident, quand les populations partagent, quand les populations sont partie prenante, nous avons des conseils de quartier à Niort, on a un conseil de quartier qui ne travaille que sur ce sujet-là, eh bien obligatoirement ça rayonne, et le résultat est que eh bien, la mayonnaise prend et que tout le monde y participe. Les entreprises sont présentes, vous savez qu'on a à Niort vous me dites quand il faut que je m'arrête, hein, on a le siège de grandes mutuelles, la Maïf, la Massif, la MAF, un bassin d'emploi où le chômage n'est pas très important, même s'il augmente et si nous en avons un peu. Les mutuelles et toutes les entreprises participent à cette démarche, sont très dynamiques sur le sujet, et donc nous réunissons régulièrement et nous avons des politiques communes et collectives pour justement pouvoir avancer dans ces domaines-là. Donc voilà, je vous dis ce qu'on fait. Merci beaucoup. Je suis désolée, on est obligé. Ah ben vous avez Mais on va raison, continuer à parler, puisque donc Marie Boucher va reprendre place, et on a... Merci beaucoup, mais Madame Gaillard va continuer à parler, puisque... C'est pas le jeu de chaise musicale. Voilà, on a prévu dans cette matinée 2 temps d'échange qui nous semblaient importants. Alors, avec Madame Gaillard, mais également avec tous les intervenants qui sont à la tribune. Donc, on vous propose un premier temps d'échange avec peut-être des questions, des réactions. On vous invite à sourire parce que vous êtes filmé et à dire votre nom au début de votre intervention. Qui se lance déjà, moi je voudrais remercier Geneviève Gaillard, parce que voilà, ça fait partie d'une dynamique, et les écomères sont depuis longtemps installés dans un changement de pratique à l'échelle de la proximité. Donc c'est très bien. Qui s'y lance? Qui s'y colle? Alors oui, ce que ça m'inspire, bon moi je suis pas, je suis sur ce volet-là bien entendu, mais en termes de réorganisation de mon village, bon Graveson, qui est une commune proche de Saint-Rémy-de-Provence, 4000 habitants, 2757 hectares, a effectivement mis en place le respect de la biodiversité, déjà par le fait d'appliquer, je dirais, la loi SRU d'une manière très, très forte et très ferme.
puisque nous sommes dans le cadre de notre révision du PLU en train de rendre à l'agriculture des surfaces donc, et des hectares à l'agriculture, de densifier donc l'urbanisation, ce qui n'est pas toujours facile à faire comprendre à la population, comme je le disais tout à l'heure en atelier. Je crois que nous avons un gros travail de fond et de pédagogie à faire auprès de notre population, qui était habituée à de la consommation de l'espace au travers des lotissements donc pavillonnaires. Et pendant les années 80, ça s'est énormément appliqué. D'ailleurs, l'intramuros avignonnais est venu rejoindre nos villages parce qu'il y avait une qualité de vie qui était recherchée. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes d'urbanisation, on densifie et ce n'est pas toujours compris par la population. On se demande pourquoi on met les gens les uns sur les autres, puisqu'on a même récupéré des friches agricoles en plein centre du village, puisque cette commune rurale est très agricole. Autour de Château-Renard, donc les jardins de Provence, ou les jardins de la France, comme on les appelait à une époque. Donc les activités d'expéditeurs et autres ont disparu, donc ce qui nous a permis de récupérer ces bâtiments et là donc, de créer donc, de l'urbanisation, du logement vertical, en favorisant bien entendu les activités tertiaires, mais aussi de commerce et de zones de chalandise au travers des infrastructures communales, de services sociaux et associatifs. Donc tout ceci pour vraiment recréer une densité autour de l'enveloppe urbaine et d'agglomération, en développant aussi les logements sociaux. Donc tout ce que j'ai entendu m'inspire bien entendu de ce respect de biodiversité. Madame Gaillard donc, a longuement parlé aussi, et je trouve cette idée originale de faire revenir le cheval en termes de service, bon, sachant que notre secteur aussi est très développé au niveau des chevaux, que ce soit les chevaux de trait ou de loisirs. C'est une idée qui est à travailler, qui peut être très intéressante. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à un peu trop mécaniser les choses et aussi au niveau, vous parliez de désherber les trottoirs et autres, aujourd'hui on ne supporte plus de voir pousser une herbe qui risque de détériorer les trottoirs et on a tendance à employer des produits alors qu'effectivement il y a d'autres moyens aujourd'hui beaucoup plus écologiques à employer. Bon, tout ceci m'inspire dans le sens où toutes les idées sont bonnes, mais il y a un gros travail de fond à faire quand même au niveau de la pédagogie, à ce que les gens comprennent nos conseils municipaux et un travail à mettre en place. Voilà, bon, je ne veux pas m'étendre non plus sur l'expérience de Graveson qui est à la petite échelle d'une petite commune. Merci. Merci. Moi, si je peux me permettre, moi j'ai peut-être une interpellation, justement par rapport à notre enjeu de séminaire, c'est-à-dire on va co-construire ensemble un schéma régional de cohérence écologique, et là on peut s'apercevoir que la proximité est essentielle pour la compréhension et l'efficacité des mesures. Donc, mais justement, quel est le ressenti ou vos inquiétudes sur cette notion entre un schéma régional et puis l'application, même si on est engagé, même si on est militant, on va dire, de la cause de la nature ou de la biodiversité comme un enjeu de développement local, économique, etc. et social. Je reprends les mots de Geneviève Gaillard. Voilà, comment vous comprenez, et vous, est-ce que vous êtes inquiet ou vous êtes mobilisé, motivé pour essayer de faire justement comprendre, comme disait le maire de Graveson, l'intérêt de proximité de faire ces politiques-là, mais comment aussi faire comprendre l'intérêt d'avoir cette grande boîte à outils, ou en tout cas schéma directeur presque, d'orientation sur la protection de la nature à l'échelle d'une région. Il y avait quelques mots de clés qui commençaient à répondre à l'atelier Parlez-vous élus, avec, j'ai noté, encore une contrainte, ça fait partie des freins, et puis, au contraire, le bonheur est dans le pré, ça fait peut-être partie des premières pistes. Est-ce que, oui, Loïc Gachon ? Oui, bonjour. Mes excuses pour cette arrivée tardive. Je m'étais engagé à participer à cette journée. Alors, Loïc Gachon, maire de Vitrolles, conseiller général. J'allais me présenter par la suite, mais j'ai été retenu ce matin au Conseil général. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous rejoins à cette heure avancée. Donc, maire de Vitrolles. Vitrolles, juste deux mots pour ceux qui ignoreraient
le statut de cette commune très urbanisée, qui n'a quasiment plus d'espace agricole, et avec des surfaces naturelles importantes, mais présentes dehors de la ville. Dans les propos qui ont été tenus tout à l'heure, moi, par Madame le maire de Niort, je veux souligner un point, c'est la nécessité de pédagogie et de partage. Et le travail autour du festival qui peut paraître peut-être un peu anecdotique dans notre histoire, mais qui me semble être finalement au cœur de nos problématiques. Aujourd'hui, la biodiversité, si on parle élus, effectivement, ça apparaît dans nos débats d'élus essentiellement comme des contraintes. Des contraintes soulevées par des écologistes forcenés et qui vont utiliser telle ou telle petite bête ou telle petite plante pour finalement empêcher ceux dont le territoire aurait besoin. Sortir de ce travers-là passe par donner une autre lecture, une autre vision de ce qu'est la biodiversité, et que ce ne passe pas que par des textes réglementaires. Et réenchanter un petit peu cette thématique-là, alors en utilisant l'arbre, en utilisant les petites bêtes, en utilisant, mais je dirais à l'ampleur du territoire auquel on est confronté. Je le dis, enfin comment dire, la question du festival, de faire adhérer les populations, de les amener à comprendre que cette question de biodiversité, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit ou une vue de technocrate, mais que c'est vraiment quelque chose du quotidien. Ça doit passer par des outils de communication et de promotion qui soient à l'échelle du territoire dont on parle. On a des outils de valorisation qui, pour la culture, pour l'année prochaine, on verra en 2013 sur notre département des Bouches-du-Rhône et Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, beaucoup de choses autour de ça. Je crois qu'on ne fait pas ce travail-là d'acculturation en matière de biodiversité, et c'est peut-être la toile de fond qu'il faut absolument travailler, non pas avant, mais au moins en même temps que les dispositifs plus réglementaires qui doivent l'accompagner. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je me disais que sur un sujet Oui. comme ça, il y aurait bien un élu de parc naturel régional qui voudrait s'exprimer. Monsieur Dervieux, parc Camargue. Ah, mais il y avait aussi... hein? Bah, tu m'y obliges là. Hein. Pardon? J'ai pas le choix, tu m'y obliges. Oui, moi je ne suis pas maire, je m'empresse de préciser. Je suis élu au Pardon. Non, c'est moi. Je suis élu au patrimoine naturel et administrateur du parc de Camargue. Et je suis aussi écologue de métier au départ. Et je m'interroge parce que nous, c'est pas 2500 et quelques hectares qu'on a à gérer, mais c'est 75 000, donc une bonne part de la Camargue et une bonne part de la Crau. Et c'est évident que sans les contraintes et les métiers du parc, notamment, qui sont là non pas pour imposer des contraintes, mais pour permettre aux gens de dialoguer et d'échanger, je me demande parfois, Arles n'étant pas une partie de la commune est dans le parc, une grande partie, mais par contre la ville d'Arles n'est pas dans la commune, dans le parc, pardon. Et ça, c'est une contrainte qui est difficile. Je sais pas trop comment faire moi pour. Enfin, je fais, mais j'ai pas beaucoup de moyens. Je vais résumer la situation en disant que les Camarguais sont arlésiens en général, mais que les Arlésiens ne sont absolument pas Camarguais. Et ça vaut, vous pouvez le répéter, j'assume parfaitement, ça vaut pour les élus, ceux qui me sont proches comme ceux qui me sont moins proches, même comme ceux qui me sont très éloignés. Et je me pose souvent des questions parce que c'est assez compliqué. Nous, on n'a pas beaucoup de moyens, 75 000 hectares. Pas beaucoup d'agriculture, des espaces exceptionnels, Crau, Camargue, et on est une commune urbaine. Donc ça fait beaucoup de difficultés à surmonter pour arriver à faire passer des messages alors qu'on est contraint en permanence, notamment en ce moment, ne le répétez à personne, ça par contre c'est entre nous, très contraint par le PPRIA.
Mais moi, en étant ici au titre de ce pourquoi on milite, hein, la biodiversité, même si ce mot demanderait à être un peu expliqué et à y mettre du contenu dedans pour nos élus en particulier, parce que ça c'est un des problèmes de ce terme, comme du terme développement durable d'ailleurs. C'est vrai que ça permet, donc le PPRI, ça permet en attendant de peut-être essayer de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc moi, sans le parc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. C'est très clair. La plus grande commune de France et j'ai très peu de personnel dans mon service. Très très peu. J'ai même pas un temps complet entier. Donc sans les parcs, et je pense que les parcs c'est un moyen, là où ils sont, en espérant qu'ils peuvent, comme c'est le cas pour le long travail, hein, puisque ça fait quelques années que ça a été que ça s'est fait, le long travail qu'ils font, il faut qu'ils le fassent, enfin qu'ils nous aident à le faire un peu à l'extérieur de leur périmètre. C'est un peu un appel au secours, hein, gentil, on entend bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, du coup, autre parc naturel régional, celui du Luberon. Donc, j'espère que je ne me trompe pas, c'est Madame Girard. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis Nicole Girard, je suis une élue d'un petit village qui s'appelle Les Taillades, mais je ne parle pas au nom de mon village, mais au nom de la réserve de biosphère, dont le parc du Luberon est porteur du projet. Je parle trop fort, trop, non. Voilà. Donc la réserve de biosphère du Luberon, LUR. Donc c'est pour illustrer. Voilà. C'est pour illustrer un peu ce que disait Monsieur de Vitrolles. Bon, pour le partage avec la population, la réserve de biosphère Luberon-Lure a établi des trophées de la biosphère pour faire un peu le lien avec les acteurs du territoire. Et nous avons eu, en fait, cela fait 2 ans que nous avons mis en place ces trophées. La première année, nous n'avions pas beaucoup de monde et cette année, nous avons eu 30 projets sur toutes sortes de projets. Enfin, ça allait de prendre de l'eau d'une station d'épuration pour économiser l'eau pour, par exemple, arroser des fleurs. On passait aussi sur un projet d'apiculteur, une ruche pédagogique. Voilà. Alors donc, c'est pour essayer, enfin, on essaie de faire partager cette idée de biodiversité avec la population. Voilà. Donc, c'était moi pour apporter une illustration à ce que disait Madame Gaillard aussi. Voilà. Merci. Il y avait Annabelle Gégère, déléguée à la biodiversité, en charge de la stratégie globale de la région en la matière, qui souhaite... Merci Marie. Non, juste une petite information, puisqu'on entend bien, on ressent bien le besoin d'aide, d'accompagnement que peuvent avoir les communes, les collectivités territoriales en général sur cette intégration de la biodiversité dans leur politique et notamment d'aménagement du territoire, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Je voulais vous rappeler, pour ceux qui n'avaient pas vu passer l'information, que la région, avec l'ARP, son agence régionale pour l'environnement, était en train de mettre en place un observatoire régional de la biodiversité qui a trois grands objectifs. Le premier, c'est celui de synthétiser et diffuser la connaissance en matière de biodiversité. Le deuxième objectif, c'est celui de valoriser les bonnes pratiques et de les diffuser, bien sûr, là aussi. Et enfin, compte tenu de son expertise en termes d'accompagnement des collectivités, des communes, en termes de développement durable, de vous accompagner là aussi sur cette thématique. Voilà, c'est un chantier que nous venons de lancer. L'Observatoire a été lancé en publiant un baromètre de la nature en Provence-Alpes-Côte d'Azur que vous avez dans vos dossiers. Et même si c'est une démarche que nous construisons et que l'ARP n'est pas encore armée pour vous accompagner tous partout, elle est en train de s'armer pour le faire. Et sachez que vous avez cet allié en plus de l'ADREAL, de la région, qui déjà vous accompagne sur certains de vos projets. Les armes avec les fleurs au fusil, bien sûr.
Oui, donc Loïc Panzani de l'association Naturoscope. Donc, je m'occupe d'un centre d'animation qui s'appelle le Pôle Nature. Et là, je voudrais témoigner d'une petite expérience à petite échelle. On me parle de 75 000 m², 2500 km². Là, je vais vous parler de petites expériences qui peuvent être faites sur 10 m², 20 m², et par la création de petits refuges de biodiversité. Et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure sur la nécessité de communiquer auprès du plus grand nombre. Et il existe des moyens assez simples pour communiquer sur ces aspects-là. C'est par la mise en pratique de mini-refuges de biodiversité. Et il faut savoir qu'en travaillant avec des écoles, avec des centres sociaux, avec des centres aérés, on arrive très facilement, par la construction de petites mares, de murets, la plantation de plantes hôtes, de plantes nectarifères, d'augmenter notablement la biodiversité d'un espace et de le rendre visible, lisible pour le plus grand nombre. Voilà. Et un autre point sur lequel je voulais insister, c'était l'implication des populations dont on a parlé plusieurs fois. C'est qu'effectivement, ces projets-là, ils sont co-construits avec les élèves et ils sont ensuite, bien sûr, transplantés chez les parents. Et on agit de cette même manière avec la mise en place de compost collectifs sur l'agglomération marseillaise. Et on s'aperçoit, encore une fois, là, que l'implication des usagers est primordiale et qu'elle peut être le moteur pour des projets de plus grande ampleur. En commençant par un compost collectif, on va aborder le développement durable avec le recyclage de la matière, mais on va aborder aussi la vie dans le sol, la biodiversité du sol. Ça va entraîner aussi, on va avoir un amendement qui va permettre de limiter les intrants chimiques, qui va permettre de discuter des économies d'eau, de parler d'agriculture et d'entraîner sur d'autres projets qui pourraient être par exemple des projets, c'est ce qui se fait il y a de nombreux cas, sur les projets de jardins collectifs et autres, et de créer une dynamique locale qui puisse être reproductible. Merci. Voilà, on peut partir de la petite échelle pour aller vers le plus grand. Merci. Du coup, c'était un peu le but aussi de tous ces petits ateliers ce matin pour butiner et pour essayer de rentrer en contact. Il y a également effectivement l'Agence régionale pour l'environnement qui, avec le réseau régional des espaces naturels, permet aussi de jouer un peu ce rôle de centre de ressources à l'échelle régionale, et on a beaucoup de chance ici. Monsieur Gatti. Ça fonctionne? Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci Karine, merci à la région de nous recevoir sur la biodiversité. Bon, pour moi, la biodiversité doit être naturelle. La biodiversité doit être un réflexe. La biodiversité doit être l'outil qui va nous permettre, ensemble, de construire un vrai territoire aux besoins de tous. Je crois que les élus, on n'a pas à se forcer à faire de la biodiversité. On n'a que regarder autour de nous la vie, la nature, et la même impression que l'on peut recevoir de partout où nous sommes, aussi bien en ville que dans la nature. Je crois qu'aujourd'hui, cette construction ne doit pas être une contrainte, ça doit être vraiment le réflexe et l'outil qui, par sa nature, donne des directions d'un aménagement, je pense un aménagement cohérent et intelligent sur son territoire, en accord avec son territoire. On ne peut pas faire de la biodiversité comme ça. On a des territoires qui sont adaptés à certaines biodiversités. Je pense qu'il faut les réfléchir, je pense qu'il faut les mettre en place, et je pense surtout faire de la biodiversité sans trop de contraintes et surtout sans trop d'obligations. Il faut que les gens reçoivent la biodiversité comme vraiment l'outil nécessaire pour construire l'avenir de nos générations futures. Merci. C'était un message. Ouais. Je pense que, d'ailleurs, on va peut-être passer au deuxième intervenant, mais d'ailleurs, j'avais une question sur cette histoire, parce que là, on parle beaucoup de choses, on va dire, de proximité, de choses qu'on fait au quotidien quand on est convaincu ou quand on est missionné pour ça, hein, au niveau des professionnels, au niveau justement des gestions de communes, mais au niveau des associations qui font de l'éducation environnement, qui sont dans ce cursus, cet accompagnement. Et puis, il y a aussi le lourd. On va dire, quand je dis le lourd, c'est-à-dire quand la commune, le territoire est confronté à un problème ou un projet,
pas forcément un problème, mais au départ, un projet d'aménagement plus lourd, une route, une autoroute, une usine, en tout cas, ou une déperdition de zones d'activité qui met à mal, socialement, économiquement, une situation. Là, l'enjeu, pour conserver cette politique publique de mettre la nature au milieu de ces aménagements, etc., je crois que c'est une vraie question qu'il faut se poser. Là, il me semble. Donc, avant de passer à l'intervenant suivant, alors ça c'est pour la régie, est-ce qu'on peut reprendre l'écran? On retourne voir Omar et Fred. S'il y a quelqu'un en régie. Bonjour Fred. Bonjour Omar. Le savais-tu Fred? Non. Pour ne plus chauffer mon logement, oui, je suis parti habiter en Martinique. Ah, et du coup, c'est la chaleur, pas de chauffage, et voilà. Économie d'énergie. Pas bête. Pas folle la guêpe. Alors, pour économiser sur le chauffage de notre logement, tous en Martinique. Pas de problème. Et vous, que faites-vous pour la Terre? Envoyez vos témoignages sur défipourlaterre.org. Ben moi, je vais en Guadeloupe et je sais que Thierry est en Martinique. Ça, je vends la mèche. Super. Bon, pas folle la guêpe. On continue, je laisse la place. Hein? Voilà. À donc monsieur. On appelle Emmanuel Pardon, excusez-moi. qui est directeur de l'Institut Inspire, et dont la spécialité est d'arriver à concilier économie et écologie, d'en parler au niveau des entreprises, au niveau des réseaux professionnels, et d'animer avec talent et brio des universités chaque année sur le thème. Au sein d'Inspire, qui est à lui tout seul déjà un réseau, d'autres réseaux comme Auré par exemple, où de nombreuses entreprises participent pour intégrer donc biodiversité, économie, et la question qui était ce matin traitée dans l'atelier était biodiversité contre économie, contre, oui, tout contre. Alors la question qu'on pose à Emmanuel Delannoy ce matin, c'est développement économique versus écologie, ou est-ce qu'on peut passer de l'opposition à l'interaction ? Merci. Alors, je pense qu'on m'entend. Oui, je vais essayer de faire un petit résumé finalement de ce qu'on a pu se dire pendant l'atelier, et puis je laisserai les personnes qui ont participé à l'atelier aussi ce matin réagir et compléter après pendant les temps d'échange. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Hein. L'essentiel a été dit par Hubert Reeves. Laurent Neyer, dans son allocution ce matin, l'a rappelé à travers le rôle de ce qu'on appelle maintenant les services rendus par les écosystèmes. Moi, j'ai envie de poser la question autrement, c'est de dire effectivement le rôle d'un élu, c'est entre autres de garantir des conditions de vie, une bonne santé, un cadre de vie agréable pour ses administrés, mais aussi un travail, et si possible un travail sur place, un travail local. Donc de dire ok, biodiversité c'est bien gentil dans tout ça, mais et notre job, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on se rend compte que très souvent aujourd'hui, l'angle d'attaque, c'est d'opposer les deux, de faire de la biodiversité une contrainte qui ferait qu'on ne ferait pas les aménagements économiques nécessaires. Et moi, je vais essayer de vous démontrer que c'est l'inverse finalement. Le regard qu'on a sur la relation entre l'économie et la biodiversité, il est très souvent focalisé sur ce qu'on appelle les impacts de l'économie sur la biodiversité. Donc oui, c'est vrai, toutes nos activités humaines, que ce soit les infrastructures, l'agriculture, l'aménagement urbain ou l'industrie, bien sûr, ont des impacts négatifs sur la biodiversité. Mais tant qu'on en reste dans cette vision-là, on sera sur une vision finalement négative, culpabilisatrice. Ce n'est pas forcément le meilleur moteur pour l'action qui soit. On va rester dans une approche finalement fin de tuyau, compensation, en disant on va essayer de faire moins mal. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va changer fondamentalement les choses. Par contre, si dans la pédagogie, on parlait beaucoup de culture tout à l'heure, si dans la pédagogie on insiste sur la dépendance qu'il y a de toutes les activités humaines vis-à-vis de la biodiversité, à travers notamment ces services rendus par les écosystèmes, on se rend compte que finalement les activités de nos entreprises, qu'elles soient agricoles, industrielles, de services, de commerce, quelles qu'elles soient finalement, dépendent à un moment donné de la chaîne de valeur de la biodiversité, du bon état des écosystèmes, que ce soit à travers les filières d'approvisionnement, par exemple, en ressources naturelles, hein, les matériaux, les fibres, les denrées alimentaires, mais aussi les huiles essentielles, par exemple, ou la diversité génétique des plantes pour la sélection variétale pour l'agriculture,
Elles dépendent aussi, à travers la production d'énergie, des crues, des rivières, des zones humides qui vont permettre de tamponner le débit des eaux dans les rivières, dans les fleuves, et donc favoriser notre approvisionnement énergétique. Et on voit bien aussi que, par exemple, à travers le côté fixateur de carbone, des pollutions des sols, lutte contre l'érosion, on a des tas de services qui, indirectement, impactent très favorablement l'économie. On évoquait ce matin, d'ailleurs, c'était un petit clin d'œil, le rôle des bousiers dans l'économie, à travers l'anecdote suivante, c'est qu'on sait que quand on a transplanté les vaches européennes en Australie il y a un peu plus d'un siècle, on a constaté très rapidement que les prés étaient couverts de bouse. Et il a fallu des gros efforts des agronomes anglais pour importer des bousiers d'Europe qui étaient tolérants au climat australien pour que les bouses puissent être dégradées. Et aujourd'hui, si on devait faire autrement, c'est-à-dire si on devait enlever à la main les bouses et les traiter dans des centres d'incinération ou autres, ça coûterait 53 milliards de dollars à l'économie australienne. Donc on peut considérer que le bousier rend un service directement d'une valeur de 53 milliards de dollars sans envoyer de facture. Donc on a bien un impact extrêmement positif. Tout ça, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité et la prise en compte de la biodiversité pour une entreprise, quelle qu'elle soit, crée de la valeur. Elle crée de la valeur pour la collectivité, bien sûr, puisqu'on va préserver un bien commun. Elle va créer de la valeur aussi directement pour l'entreprise, et ça, c'est important à faire passer comme message. Elle crée de la valeur, par exemple, à travers une stimulation de l'innovation. Prendre en compte la biodiversité, ça permet effectivement d'innover autrement, d'innover mieux, à travers par exemple le biomimétisme. On a parlé d'araignée tout à l'heure. L'araignée, c'est un peu presque le saint patron du biomimétisme en entreprise, à travers des matériaux par exemple comme la soie de l'araignée, qui fait 10 fois mieux que le Kevlar et qui fait en plus quelque chose qui est entièrement renouvelable, recyclable, qui va stocker du carbone et qui est complètement inoffensif d'un point de vue environnemental. Donc merci l'araignée. La biodiversité en entreprise, c'est aussi un facteur d'intégration territoriale. Et on voit que beaucoup d'entreprises cherchent aujourd'hui à mieux s'ancrer dans les territoires où elles opèrent et de prendre en compte la biodiversité. Travailler avec les gestionnaires d'espaces naturels locaux permettra de renforcer cet ancrage territorial. Ça permet de restaurer la confiance ou de la développer aussi avec les clients, avec les fournisseurs, avec les riverains. Et ça va avec cette notion d'ancrage territorial. C'est aussi un grand facteur de cohésion interne. Et d'ailleurs, pendant l'atelier, était posée la question du leadership, c'est-à-dire que si le directeur, si le dirigeant de l'entreprise est convaincu que la biodiversité est un sujet important pour son entreprise, ça va être beaucoup plus facile, évidemment, de décliner des plans d'action biodiversité à tous les niveaux de l'entreprise. Mais parfois, on a des acteurs qui sont même dans des bas niveaux de l'organigramme de l'entreprise, des pionniers, et qui vont pouvoir avoir un levier de transformation important au sein de leur entreprise. Donc, il va falloir favoriser ces acteurs-là. C'est aussi un facteur de pérennisation pour l'entreprise de ses filières d'approvisionnement. J'évoquais ce matin la question du karité, mais on a parlé aussi tout simplement de la lavande. On pourrait citer des tas d'ingrédients indispensables à des activités économiques. On est bien sur des productions qui sont cycliques, qui sont liées au rythme des saisons, sur lesquelles il y a une capacité maximum de production qui est liée à la façon dont on va produire. Et à un moment donné, de prendre en compte ces cycles naturels dans l'entreprise, de mieux gérer, de réfléchir à des débouchés locaux pour les produits, permet de pérenniser des filières, permet de conforter des producteurs locaux, qu'ils soient provençaux d'ailleurs ou africains, peu importe, dans la façon de produire. Et enfin, un dernier point, c'est que la prise en compte de la biodiversité pour une entreprise crée de la valeur par rapport à de l'apport de compétences. Ça va permettre d'identifier des compétences dans l'entreprise qui sont liées à la biodiversité. Ça va permettre d'identifier que l'entreprise, parfois, va pouvoir créer de la donnée, créer des connaissances significatives, et qu'elle a tout intérêt à partager cette connaissance avec d'autres acteurs, avec des scientifiques, avec des associations et avec des gestionnaires de patrimoine naturel. Donc Hubert Reeves l'a dit, c'est impossible aujourd'hui d'opposer développement économique et biodiversité. On a bien quelque part un socle vivant du développement durable, qui est les milieux naturels. Ces milieux naturels alimentent le bien-être social, le bien-être humain. Ils permettent à chacun d'être en bonne santé, d'être bien nourri, d'avoir des conditions de vie épanouissantes. Et tout ça, ça permet effectivement de faire des projets d'avenir, d'investir, de créer de la valeur. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que quand on réinvestit dans les différents capitaux de l'entreprise, on réinvestit dans le capital financier, on réinvestit dans l'équipement technologique, dans les infrastructures, dans les outils pour produire, on réinvestit dans la connaissance, dans la compétence, dans ce qu'on appelle le capital immatériel de l'entreprise. La forte incitation, c'est de dire maintenant il faut réinvestir dans le capital naturel à travers des alliances, à travers des partenariats et à travers une vraie prise en compte de la biodiversité dans la gestion et la stratégie de l'entreprise. J'entends quelqu'un qui dit simple mais efficace, oui, effectivement.
simple et efficace. Nous avions prévu de faire une intervention juste après de M. Jérôme Bignon et ensuite des échanges. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite? Oui. Donc on va passer directement à l'intervention de M. Bignon et puis ensuite on échangera suite aux deux interventions. Alors. Je suis là. Oui. Donc, M. Bignon, on ne le présente plus. Il vient de quitter ses fonctions de président du Conservatoire du Littoral, à la tête duquel son action a été saluée par tous. Et il vient d'être réélu à l'unanimité président de Ramsar France. Mais c'est également en tant qu'ancien député-maire ayant présidé le comité national Trame verte et bleue, jusqu'à il y a quelques mois, que M. Jérôme Bignon a été invité à témoigner. Alors la question qu'on lui pose aujourd'hui, c'est alors, Trame verte et bleue, une autre façon de penser le territoire? Merci de m'avoir invité à participer à ce colloque régional, chers collègues élus, chers amis. J'ai trouvé que, en relisant le titre, je l'ai trouvé, je ne sais pas si c'était l'idée de ceux qui l'ont rédigé, légèrement provocateur, voire ambigu. Et c'est peut-être ce qui fait l'intérêt et la richesse de nos débats, et surtout ce qui pourrait faire l'intérêt et la richesse de nos débats avec surtout ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui et qui auraient dû venir. La trame, d'une manière générale, ça se comprend au sens où c'est quelque chose qui crée du lien, ça crée un réseau, c'est donc encourageant, stimulant de participer à son tissage. Mais en même temps, le verbe tramer, quand il est utilisé dans cette acception, il n'est pas utilisé pour tisser, mais il est utilisé pour préparer un complot. Et donc peut-être que ceux qui pensent à la trame s'inquiètent qu'on prépare contre eux un complot, d'où les réticences, d'où les perspectives de contraintes, de nouvelles structures, de réglementation, etc. Et j'ai trouvé que c'était un questionnement qui était formidablement choisi parce que précisément par son ambiguïté il interpelle. En 7 minutes, puisque c'est le temps qui nous est imparti, je vais probablement légèrement dépasser parce que mon introduction est un tout petit peu plus longue, j'ai écrit pour être sûr, parce que comme je suis assez bavard, j'ai écrit pour être sûr de rester dans les 7 minutes et j'ai testé. Je vais essayer de vous faire partager ma conviction en m'appuyant à la fois sur mon engagement, un peu mon expérience et peut-être aussi conclure sur l'espérance que ce projet peut susciter. Ma conviction, je l'ai livrée dans les documents qui vous ont été remis, donc je vais aller vite. Réconcilier la nature et l'aménagement du territoire, c'est au fond, à mon sens en tout cas, répondre à la question, peut-on à la fois préserver et développer? Je dis, moi, que non seulement c'est possible, mais c'est même aujourd'hui indispensable. Je pense que c'est même encore plus fort, c'est pas indispensable, c'est indissociable. L'homme... Hubert Reeves le dit souvent, l'homme est un des éléments, certes très particuliers, voire majeurs, de la chaîne de la biodiversité, mais c'est un élément de la biodiversité. Or, toutes les politiques d'aménagement du territoire que nous, les élus, nous avons bien comme cœur de cible, c'est l'amélioration de la vie des hommes. Donc, si on cherche à améliorer la vie des hommes, on doit tenir compte du fait que l'homme fait partie de la biodiversité. Biodiversité et aménagement du territoire ne peuvent donc conceptuellement être opposés. Préserver et restaurer les continuités écologiques dans nos dossiers d'aménagement, c'est bien l'enjeu qui nous mobilise et souvent nous interpelle. En réalité, ça nous oblige à regarder les deux objectifs à la fois. À la fois, on regarde la réduction des pertes de biodiversité, mais on regarde également l'aménagement, non pas ou non plus de façon séparée, comme on l'a fait pendant très longtemps, ou successive, mais bien plutôt de façon simultanée ou en cohérence. On pourrait peut-être le dire, c'est un mot qu'on a peu utilisé pour la gestion des terres, mais on l'a utilisé pour la gestion du littoral de façon intégrée. Les méthodes de la gestion intégrée comprennent évidemment la concertation et l'appropriation qui ont souvent été évoquées par les différents intervenants précédents ou dans l'atelier. Ces politiques-là ne peuvent pas se mener contre, elles doivent se mener avec et ensemble. Voilà pour ma conviction. Mon engagement et mon expérience, je suis comme plusieurs d'entre vous, beaucoup d'entre vous, élus,
Je commence à avoir un peu d'âge, j'ai 32 ans de mandat. J'ai été plus longtemps élu dans ma vie que j'ai vécu sans être élu. Vous voyez, donc ça veut dire que ça fait un bail que ça dure. J'ai exercé pratiquement tous les mandats, pas nécessairement en cumul, mais tous les mandats qu'un élu local peut exercer. J'ai été maire, conseiller général, conseiller régional, président de communauté de communes, président de CIVOM, président de syndicat à vocation unique, président de syndicat mixte. J'en oublie d'institutions interdépartementales. Enfin bref, j'ai vraiment labouré le champ du Code des collectivités territoriales pour tous les mandats que j'ai exercés. Et puis j'ai eu la chance d'avoir également 3 mandats nationaux, puisque j'ai été 3 fois député. Et dans ces mandats nationaux, j'ai eu l'opportunité de présider 2 établissements publics, ça a été dit. Le Conservatoire du Littoral, qui est très connu, qui m'a précédé, puisqu'il existe depuis 1975, et un que j'ai créé, qui s'appelle l'Agence des aires marines protégées, qui est moins connu puisqu'il est plus récent, et qui a pour vocation de doter notre pays d'outils de protection de ces aires marines. Et puis j'ai eu la chance de présider le Comité national Trame verte et bleue quand il a été créé, et je préside Ramsar France. Alors tout ça a évolué, puisque aujourd'hui, Ramsar France, on a affaire à des spécialistes ici, je ne vais pas insulter quelqu'un en disant que c'est cette convention magnifique qui s'occupe de la protection des zones humides, mais je le rappelle de temps en temps parce que c'est important, c'est les zones humides d'intérêt mondial. Hein, c'est donc quelque chose qui a évidemment du sens. Je viens de la Somme et de sa façade maritime, si je me localise un peu dans la Somme, et à la frontière avec la Normandie. Et je me suis beaucoup occupé, comme vous tous, j'ai l'impression, comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir, de restaurer des continuités écologiques depuis très longtemps, sans que l'expression finalement trame verte et bleue n'ait jamais été connue de moi. C'est comme on était depuis très longtemps les uns et les autres à s'occuper de développement durable parce qu'on intégrait la concertation, parce que c'était culturellement, génétiquement quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement appris mais qu'on sentait comme un besoin pour mener nos politiques publiques. Je suis avocat. Enfin, j'ai été avocat pendant 37 ou 38 ans. Maintenant, je ne suis plus qu'avocat honoraire parce que il y avait un moment où le cumul de pratiques était compliqué. Je suis élu UMP. Et je dis ça pour que vous mesuriez 2 choses. La première, c'est que je ne suis ni ingénieur ni scientifique et que la trame verte et bleue transcende les engagements. Voilà. Donc, c'est pour mettre tout le monde à l'aise. J'aime l'engagement. Je suis engagé depuis très longtemps et je milite depuis que j'ai 16 ans. J'aime l'engagement et j'aime beaucoup, dans les personnes engagées pour l'écologie, on cite souvent Hubert Reeves, mais j'aime beaucoup une femme que j'ai croisée à 2 ou 3 reprises dans ma vie et qui m'a fait une très forte impression, elle est morte malheureusement, c'est Wangari Maathai, qui était une Kenyane, une prix Nobel de la paix en 2004, et qui disait cette chose comme l'une des choses essentielles, une vertu essentielle et indispensable du succès de l'action publique. Elle dit il faut être engagé, il faut commencer par être engagé. Commitment, disent nos amis britanniques. Et puis, il faut être persévérant, parce que ces choses-là, ça ne se fait pas en 24 heures. On peut être engagé, si on se lasse, on n'avance pas. Et il faut donc, pour être engagé et persévérant, il faut être patient. Et je trouve que ce sont 3 vertus que vous cultivez certainement, puisque vous avez l'air de partager tous la même passion que la mienne. Cet engagement est aujourd'hui ancien et solide, et il m'a permis de mener plusieurs expériences. Alors j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que comme il m'est arrivé des mésaventures en juin, parce que la vie publique est faite de succès mais aussi de déboires, je me suis inscrit à la faculté qui s'appelle l'Université du Littoral Côte d'Opale, où j'écris j'ai été admis à l'école doctorale, où j'écris ma thèse sur le droit de la mer. Donc je suis parti pour 3 ans pour une longue aventure avec un directeur de thèse qui s'appelle Bernard Drobinco, qui est un spécialiste de l'eau. Je sais alors que ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, ça a été dit, mais je le redis, la TVB, comme on dit dans le jargon, laisse de nombreux élus et de nombreux acteurs pour le moins sceptiques et donc indifférents, et d'autres réticents et parfois hostiles. La vieille antenne, c'est compliqué, c'est trop de contraintes, ça nous empêche de tout faire et donc de développer, et l'emploi est paralysé, mon compte d'exploitation est perturbé, etc., etc. Tout ça, c'est souvent invoqué pour critiquer ce qu'on appelle une réglementation supplémentaire et qu'on dit également dans un autre jargon, celui des gens qui sont contre, pour le stigmatiser, le fameux millefeuille. On a à régler dans la vie des choses compliquées et il n'y a pas de gouvernance simple pour régler des choses compliquées, ça se saurait.
la nature est quelque chose de compliqué, on ne peut pas régler les choses de façon... Parce que le simple, ça veut souvent dire le simplisme. Et le simplisme, ça n'a jamais été une bonne méthode. Pour illustrer mes expériences dans le temps que j'ai déjà commencé, pas encore à dépasser, mais que je vais dépasser, je le sens, j'ai retenu 3 exemples. J'aurais pu en citer 10, comme vous en avez cité toutes, mais je pense que c'est important qu'on se les cite les uns les autres, parce que ça enrichit notre culture et notre façon de regarder. Je vous ai dit que je vivais en Picardie, dans un canton frontalier de la Normandie. Un petit fleuve côtier nous sépare, nous les Picards et les Normands, il s'appelle la Brelle. Ce petit fleuve était un formidable fleuve, je parle à l'imparfait, rempli de poissons migrateurs, notamment des saumons et des truites de mer, et puis des anguilles. Et au fil des siècles, et des moulins, et des prises d'eau, et des ouvrages, ont empêché, ont cloisonné, comme on dit, le fleuve, au point que les poissons ne remontaient plus, et ils ont fait donc disparaître des dizaines de frayères, des centaines de frayères, et donc diminuer la productivité, vous l'imaginez bien. Il y a 20 ans, avec des collègues picards et normands, on a décidé, avec l'aide de nos 2 collectivités de rattachement, qui étaient à l'époque le Conseil général de la Somme et celui de Seine-Maritime, on a créé une institution interdépartementale sur le fleuve, avec pour objectif de rendre le fleuve aux poissons. Et donc on a supprimé des ouvrages et des ouvrages, on en avait recensé 80, on a créé des passes à poissons, on a encore 2 ou 3 ouvrages, mais aujourd'hui, 20 ans après, les poissons remontent, les frayères se reproduisent et on a une productivité du fleuve qui a augmenté. Donc on a restauré, et à l'époque, personne ne parlait de trame verte ni de trame bleue, simplement c'était du bon sens, on s'apercevait qu'il n'y avait plus de poissons, on a analysé, on s'est aperçu que les prises d'eau étaient moins utiles compte tenu du fait que l'électricité était là, et donc on a restauré des continuités écologiques, et du coup on va avoir à nouveau des saumons, des anguilles et des truites de mer. Plus récemment, mais encore il y a une quinzaine d'années, je m'occupais au Conseil général de la Somme de l'environnement, et j'avais inventorié avec mon collègue des infrastructures routières les dégâts causés à la faune par ces infrastructures qu'il gérait avec passion. Plus de goudron, plus de bordures de trottoirs, plus de ponts, et donc plus de ruptures en permanence. Et donc on s'était dit, tous les deux, on s'était réunis, on avait bavardé du problème du fauchage des bas-côtés. C'est aujourd'hui quelque chose de banal, encore qu'on voit beaucoup de bas-côtés qui sont encore fauchés comme des gazons anglais. Nous, on est un pays de chasse, et en lien avec la Fédération nationale la Fédération départementale des chasseurs, on s'était dit qu'en période de reproduction, en période de nidification, fausser les bas-côtés, c'était criminel. Bon. Et c'est pas extravagant d'avoir des bas-côtés qui sont fauchés quand tout ça est terminé. On l'a fait, ça a fonctionné. On a créé également un truc qui a fait rire et rigoler, on s'est fait foutre de nous pas mal. On avait identifié tout près d'Amiens un endroit où des crapauds végétaient l'hiver, vous savez, ils dormaient, et puis quand venait la période de reproduction, l'instinct les amenait vers la zone humide qui était en contrebas de la route, et donc ils traversaient la route, et les gars qui venaient bosser à Amiens tous les matins écrasaient, et le soir en rentrant, écrasaient des dizaines de milliers de crapauds. On a créé un crapauduc. Et maintenant, les crapauds, ils vont très bien. Donc c'est un petit ouvrage qu'on a imaginé, qui était tout simple, mais on a recréé une continuité qui fait qu'aujourd'hui, bon voilà, c'était encore une fois, personne n'a dit on participe à la trame verte et bleue, mais on a participé de façon très claire à l'idée que la trame verte et bleue, et je vais terminer là-dessus tout à l'heure, j'ai un dernier exemple qui est la réestuarisation d'un petit fleuve côtier. Je vous ai dit que j'étais élu au bord de la baie de Somme, et au fond de la baie de Somme, dans les années 60, il y avait des ingénieurs qui étaient certainement géniaux, qui avaient imaginé de canaliser un petit fleuve côtier, parce que ça sera plus propre, c'était bien organisé, en béton et tout ça, le long de la route. Bon. Et puis le problème, c'est que le fleuve côtier, il participait de la dynamique estuarienne de la baie. Et donc, quand on cesse d'avoir de la dynamique estuarienne dans une baie, qu'est-ce qui se passe? Elle s'ensable. C'est l'exemple le plus fameux, c'est celle du Mont-Saint-Michel, mais dans la baie de Somme, on a la même problématique. Donc, on a poursuivi, mais ça nous a pris 7 ans de remettre ce fleuve côtier, parce que loi sur l'eau, parce que vous imaginez les enquêtes, parce que, etc., etc. Et on y est arrivé, et aujourd'hui, on contribue au désensablement de la baie, on donne de l'eau douce aux moutons de présalé, et puis chacun sait que le mélange d'eau douce au salé est d'une fécondité étonnante pour notamment toutes les micro-organismes qui contribuent aux nurseries de poissons qui sont au fond de la baie, perdus dans la poussinelle ou l'obione, comme vous voudrez. Donc aujourd'hui, 3 effets, dynamique estuarienne, je vous l'ai dit, mélange d'eau douce, possibilité, etc. Vous le voyez comme moi, 3 fois à la main de l'homme, le barrage, les routes,
la canalisation, 3 fois la restauration d'une continuité écologique, 3 fois un bénéfice pour la nature, mais surtout pour l'homme, encore une fois. Vous observerez que tout cela a été fait, non pas par moi, parce que c'était évidemment un travail collectif, et la TVB n'existait pas. Alors aujourd'hui, si vous y réfléchissez bien, vous avez là où vous êtes en responsabilité, et très probablement de nombreuses opportunités de participer à cette aventure collective. C'est là le motif de mon espérance. J'aime beaucoup cette phrase de Baudelaire qui dit mon espérance, c'est mon seul capital. Et je trouve que pour un élu, comme nous ne sommes pas des représentants capitalistiques, mais nous sommes néanmoins des entrepreneurs pour le bien public, notre espérance, ça peut être notre capital. La TVB, c'est une formidable espérance parce que c'est une réflexion collective, systématique, intelligente pour restaurer, pour réparer, pour recréer. Je dirais que l'enrichissement de l'atelier auquel je participais, c'est quelque chose que m'a suggéré mon voisin, parce que je n'y avais pas pensé en écrivant mon texte, mais je l'ai redit parce que je l'ai souvent fait aussi, et parfois pour ne rien faire. Parce qu'il ne s'agit pas toujours, ça c'est un des drames de notre vie d'élu, lié à nos mandats, lié au fait qu'on aime inaugurer, qu'on aime montrer ce qu'on a fait. On a un peu tendance à faire. Et si on faisait un peu moins ou qu'on faisait de façon plus respectueuse, peut-être qu'à ce moment-là, la nature s'en porterait mieux. Donc parfois, ne rien faire ou le faire avec beaucoup de... comme disait, je citais cet exemple tout à l'heure, Montesquieu disait, quand le législateur légifère, il doit légiférer avec humilité, les mains tremblantes. Ben, les aménageurs devraient davantage aménager avec humilité et les mains tremblantes. Parce qu'au fond, finalement, quand on y réfléchit bien, la nature est extraordinairement bonne fille. Ça a été dit dans plusieurs ateliers ce matin, elle est résiliente. Et on dit, mais quel est notre bénéfice? Mais il ne faut pas avoir d'inquiétude sur le bénéfice. La nature, elle nous donne au moins 100 fois ce qu'on lui donne, quand on la respecte. Alors, c'est là le bénéfice que vous devez escompter en participant à cette aventure collective qui nous est ouverte aujourd'hui, systématiser de façon collective l'action, la réflexion que nous menons de façon individuelle et la mettre en pratique sur le territoire en la faisant approprier par nos concitoyens. C'est un beau challenge. On a, comme le disait Wangari Maathai, de l'engagement à avoir, de la persévérance et de la patience parce que le chemin est long. Merci. Merci. Parce que des fois, merci beaucoup, Monsieur Bignon, pour cet engagement passionné. Et vraiment, j'y adhère complètement. Dépasser, voilà, faire de la connexion et de la continuité entre les gens et les bonnes pratiques pour vivre mieux. Donc après ces deux interventions aussi brillantes, y a-t-il des interventions? Et voilà, je vois déjà, voilà, Régis Gatti et d'autres. Merci. Merci, M. Bignon. Écoutez, je pense que la trame verte et bleue, comme vous dites, bon, c'est très bien, vous avez fait un super travail. Par contre, il y a la trame, disons, TGV et routière, qui est différente de cette trame, elle est humaine, mais elle est non respectueuse de justement, tous nos couloirs, disons, écologiques. On a une petite expérience chez nous, dans les Alpilles. On était complètement liés avec le Luberon. On avait une relation faunistique facile. Et suite au TGV, disons, à une ligne assez rapide et à l'autoroute, on a coupé ce lien, on a coupé cette trame avec le Luberon. Et les sangliers qui avaient l'habitude de partir quand la Camargue se mettait en eau, avaient l'habitude d'aller manger dans le Luberon, traverser les Alpilles, et ainsi de suite. Et ils se sont retrouvés coupés par justement ce couloir écologique, et il s'est retourné sur les Alpilles, et ainsi de suite. Bon, la forestation aussi a été plus importante, et donc a permis aussi le développement des sangliers. Aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de sangliers sur nos territoires qui font un mal terrible, parce que, bon, peut-être qu'on ne, disons, travaille pas assez dessus, qu'il faudrait peut-être un peu réglementer. Bon, voilà un peu les problèmes que je voulais faire remonter des non-respects des couloirs écologiques. Merci.
Je me disais tout à l'heure en écoutant Monsieur Bignon, ne rien faire ou faire moins mais mieux, ou encore la nature nous rend par 100 fois ce qu'on lui donne. Je me posais la question en regardant Yves Goïc et je me disais pour un élu qui est en plus apiculteur, ça doit parler tout ça, non? Voilà. Ah bah, surpris au vol. Non, c'est vrai que ça parle beaucoup, donc c'est vraiment une préoccupation importante, mais c'est pas seulement mon métier d'apiculteur, c'est aussi élu communal et président de parc. Par contre, ça m'ouvre aussi beaucoup de questionnements. Et dans l'atelier de ce matin sur Parole d'élus, il y a des choses encore qui sont à régler. Il faut pas croire que tout est rose et que tout avance bien. Il y a encore des thèmes et des sujets qui nous posent problème au niveau communal, au niveau parc, et je pense que ça doit être un peu partagé par tout le monde. C'est quand on parle trame verte et bleue, souvent on entend trop, et je crois qu'il faut faire attention, des discours autour de sanctuaires, corridors, cartographie, lignes tracées, partage du territoire. Donc ça, c'est un problème qui sous-tend souvent l'acception par les élus. Et dans le travail qu'on avait fait avec l'ensemble des parcs de la région PACA sur l'acceptabilité des trames vertes et bleues, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on continue à travailler. Parce qu'en même temps, dans cet appel à projet du ministère, il y avait aussi des groupes qui avaient travaillé sur des outils de cartographie et de planification, documents d'urbanisme. Donc là, je crois qu'il y a encore des ambiguïtés. Après, il y a aussi sur la notion même de trame verte et bleue, on voit réapparaître, et je pensais que ça avait été un peu mis de côté, la notion d'espèce. Alors qu'on avait pas mal insisté sur la notion de milieu, de fonctionnalité de milieu. Donc voilà, on a des pièges dans lesquels on tombe. Alors c'est peut-être souvent pour les élus qui veulent faire passer le message du respect de la biodiversité, c'est peut-être quelquefois un raccourci imagé, mais ça a des conséquences quelquefois assez dramatiques pour les élus qui ne sont pas concernés ou convaincus. Et donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là. C'est vrai que c'est un gros projet, un énorme projet. La biodiversité, c'est important, mais il faut aussi faire attention à ne pas faire des retours en arrière avec des approches un peu malheureuses. Ensuite, au niveau de comment lier biodiversité et humanité, nature et culture, je crois que nous, on a eu un message au niveau du parc qui, sur le moment, a été un peu violent dans le renouvellement de la charte. C'était le CNPN qui nous disait, finalement, comment on peut vous prendre au sérieux si vous n'êtes pas capable de respecter les terres agricoles et de maintenir l'agriculture. Donc je crois aussi, peut-être qu'on a beaucoup de travail à faire sur le fait que agriculture, agriculteurs, zones naturelles, environnementalistes, on est dans le même bain. Et que si on n'arrive pas à communiquer, à se comprendre, on n'arrivera pas à travailler. Les terres, entre terres agricoles et terres naturelles, ça doit être réversible entre les deux. Une fois qu'une terre est aménagée, comme disait M. Bignon, ça coûte cher à faire de la réversibilité. Et ensuite, si on n'a personne sur le terrain, moi je suis issu d'une zone très rurale, en haute montagne, où il n'y a pas 60 000 hectares, 2500 habitants, si on n'a pas des hommes qui vivent sur le terrain, agriculteurs, forestiers, comment entretenir cette biodiversité et cette nature? En plus, on est dans des zones où on n'est plus en forêt primaire équatorienne, tropicale ou équatoriale. On est dans des zones d'équilibre entre la pratique humaine. Et donc, si on supprime la présence humaine, on déséquilibre encore plus. Et ces zones qui sont en équilibre, elles vont dériver. Et on va perdre de la biodiversité. Donc voilà, c'est pour faire un peu un contrepoint sur l'optimisme général. Et je pense qu'il manque effectivement, peut-être que c'est un peu aussi, comme disait aussi M. Bignon, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention, c'est les gens qui ne sont pas là qu'il faut convaincre. Voilà. Donc voilà les quelques questions que je me posais après ces interventions autour de la biodiversité. Pour quelqu'un qui n'était pas préparé... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas préparées et qui souhaiteraient intervenir? Il y a M. Pignon qui voudrait réagir au propos de Yves Goïc.
Je trouve qu'il faut... On est les porteurs d'un passé. On ne peut pas dire subitement, on s'intéresse à la trame verte et bleue et personne n'a rien fait avant nous, donc on va construire un truc, on part d'une situation qu'on peut dire comme difficile. On peut la qualifier de difficile parce que on a fait des grands ouvrages, on a fait des voies ferrées, etc. On ne peut pas dire subitement tout ça n'existe pas. Simplement, toutes les sottises qu'on a faites, je pense qu'on peut aujourd'hui, on a l'ingénierie, on n'a parfois pas l'argent, mais on a sûrement l'ingénierie, on a l'intelligence collective pour essayer progressivement de le faire. C'est pour ça que j'ai dit la patience, parce qu'il faut inscrire ces actions-là dans le temps. On ne va pas brutalement passer d'un état où on ne faisait rien à un état où on va tout faire. Le deuxième point qui me paraît encore... Donc la patience fait partie du discours d'acceptation, de l'inscrire dans le temps. Mais ce que vous avez dit sur le problème de l'acceptation de ces choses-là me paraît absolument central. Il n'y a plus d'action publique, qui puisse se faire. Aujourd'hui, les gens sont informés mieux que nous tous parce qu'ils ont plus de temps pour écouter les nouvelles, regarder les journaux, aller sur Internet, que nous, élus, qui sommes en permanence en train de cavaler d'un rendez-vous à un autre, à faire des centaines ou des milliers de kilomètres par an pour essayer de rencontrer les gens et de boucher les trous. Donc moi, je suis très frappé de voir, vous savez, c'est comme les patients qui vont voir leur toubib et qui expliquent comment vous ne me parlez pas de telle thérapie qui existe, mais qu'est-ce que c'est que ce docteur que j'ai en face de moi? J'ai vu sur Internet que tel médicament aujourd'hui pouvait, et ça soignait. Bah, le toubib, il regarde le type effaré parce qu'il n'aurait pas le temps, en lisant toute la journée, de lire toute la presse, toutes les parutions scientifiques qui paraissent sur toutes les maladies du monde. Donc le toubib, il est dépassé. Nous aussi, on est dépassé. Donc le problème de l'acceptabilité de ce qu'on fait avec le public, c'est le problème le plus compliqué qu'on ait à résoudre. Et parce que les gens vivent beaucoup dans la peur. Et comme ils ont peur, ils se ferment. Donc c'est un devoir premier que d'essayer d'expliquer, et la connaissance et le partage de la connaissance, ça me paraît un des éléments clés du dispositif du succès de la trame verte et bleue. Si on l'impose comme une couche du millefeuille supplémentaire, on fera des trucs, mais on ne fera rien de satisfaisant. Si au contraire ça devient un mouvement collectif partagé par l'ensemble de la population progressivement, alors on gagnera. Mais c'est un problème de méthode. Et je pense que la méthode qui est suivie est pas si mal. Voilà, on est obligé de s'organiser collectivement pour mettre un peu d'esprit de système dans un truc qui se faisait, j'allais dire, au petit bonheur. Sur certains territoires, des élus sont passionnés. L'exemple de ma voisine qui fait un truc formidable dans sa ville. Bon, ben, on peut prendre exemple et petit à petit copier, mais en l'organisant de façon intellectuellement compréhensible. Mais il ne faut pas, effectivement, vous avez dit que les mots viennent, quelqu'un d'autre a dit, les mots peuvent empêcher les gens d'avancer parce que simplement, ces mots sont comme des barrages qui vous empêchent de penser plus loin. Vous dire, ah ben ils veulent faire ça, donc c'est foutu, donc je n'y vais pas. Au contraire, il faut essayer de mettre beaucoup de souplesse, beaucoup d'intelligence. C'est un travail qui est absolument fantastique. Merci. Duisme. Oui, mais c'est très... Puis... Voilà. Juste un petit point d'information. Donc Fabienne Alac-Duisme, chef de projet Trame verte et bleue au ministère de l'économie. Je voulais juste rappeler, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Bignon, la trame verte et bleue, ça n'est pas qu'un pur produit technocratique de l'administration centrale, c'est un projet qui a été, je dirais, porté par des collectivités en premier lieu, qui ont été pionnières, et en particulier des régions, mais aussi des départements. Donc je pense à la région Alsace, Lorraine, Île-de-France, Rhône-Alpes, qui bien avant le Grenelle se sont engagés dans ces démarches-là. Et également la région Nord-Pas-de-Calais, et ce joli terme de trame verte et bleue a été purement et simplement emprunté à la région Nord-Pas-de-Calais qui, dans les années, je ne sais plus, 2000, avait démarré sur ce type d'initiative, et le département de l'Isère également très engagé. Donc c'est vraiment sur la base de ces travaux-là, de ces expériences-là portées par les collectivités qui avaient besoin de travailler sur leur territoire, je pense aussi aux parcs naturels régionaux, que nous avons construit le dispositif qui existe aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais je voulais rappeler cette histoire parce qu'elle représente
repose vraiment sur des initiatives portées au départ par des collectivités. Je reviens avec une collègue qui est dans la salle également du Québec. Montréal s'engage dans les mêmes réflexions que celles qui sont portées aujourd'hui dans la construction d'une trame verte et bleue pour préserver les espaces agricoles en ceinture de Montréal. Tout le monde s'engage dans les mêmes logiques. Donc on est bien aussi dans du bon sens. Donc je voulais le rappeler. Et puis juste pour dire un petit mot après l'intervention de M. Delannoy, Annabelle Gégère a parlé de la stratégie régionale pour la biodiversité. Je voulais revenir à la stratégie nationale pour la biodiversité qui repose sur un processus de portage par les acteurs et en particulier